Imaginez que vous rentrez dans une salle d'attente et que les gens autour de vous ont l'air tout à fait normaux. Et soudain, tout le monde dans la pièce se lève. Vous les regardez, un petit peu surpris, puis il se rassoit. Mais comme tout le monde, vous l'avez noté, ce fameux bip. Au début, vous observez et vous vous demandez certainement ce qui se passe dans la pièce. Et puis, au bout d'un moment et à plusieurs reprises, vous réentendez le fameux. Et vous vous levez aussi, sans que personne vous ait rien demandé, sans qu'aucun ordre vous a été donné. Et surtout, sans savoir pourquoi. Et vous n'êtes pas seul. Et ce récit n'était pas une fiction, c'était bien une expérience réelle. Mais alors du coup, c'est quoi l'effet de groupe ? D'un point de vue évolutionniste, suivre la foule, c'est survivre. Pendant des milliers d'années, l'être humain a évolué dans un environnement où l'isolement risquait sur la survie d'une personne. Et concrètement, être exclu d'un groupe, c'était ne plus avoir d'abri, ne plus avoir de protection, être à la merci des potentiels prédateurs. C'est le débat qui enflamme les réseaux en ce moment. 100 humains contre un gorille, qui gagne la bagarre ? Eh bien, on va vous le dire. Évidemment, aujourd'hui, vous ne risquez plus de vous faire attaquer par un ours si vous mangez seul à la cafétéria. Mais le cerveau, lui, il pense toujours pareil. Il continue de nous pousser à éviter le rejet, à nous fondre dans un groupe, coûte que coûte. Et c'est le psychologue Solomon Asch qui a réussi à le démontrer brillamment en 1951 avec une expérience qui est devenue célèbre. Concrètement, des participants étaient invités à faire une tâche qui était ultra simple. Regarder des traits sur une feuille et dire lequel était de la même longueur qu'un trait de référence. Comme vous pouvez le voir, la réponse est extrêmement simple. Mais dans chaque groupe étaient positionnées des personnes qui devaient donner des mauvaises réponses, afin d'observer les réactions des vrais participants. Le but, observer comment les vrais participants allaient réagir à cette pression sociale. Et concernant les résultats, il est sans appel. 75% des participants avaient donné des mauvaises réponses pour se conformer au groupe, même si leurs yeux disaient le contraire, même s'ils savaient qu'ils avaient raison. Et le plus troublant pour certains, c'est qu'ils ne disaient pas juste « je savais que c'était faux, et je voulais juste répondre comme tout le monde », ils disaient plutôt « peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai mal vu ». Et c'est ça le plus intéressant. Leur perception s'était ajustée à celle du groupe, et leur réalité avait été modifiée par la pression sociale. Mais ce n'est pas seulement du mimétisme. Lorsque votre cerveau n'est pas d'accord avec quelqu'un, il rentre concrètement en alerte rouge. Gregory Berns, en 2005, a prouvé que lorsqu'une personne a une opinion qui diverge de celle d'un groupe, la zone dans le cerveau qui est liée à la douleur sociale s'active. Concrètement, votre cerveau vit le désaccord comme une souffrance physique. Votre cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire la zone qui détecte les erreurs, s'illumine. En clair, votre cerveau est en train de vous envoyer un message, vous êtes en train de faire une erreur. Même si, objectivement, vous avez raison. Résultat, pour certains, vous ajustez votre comportement. Pas pour être juste, mais pour être conforme à la majorité. On pourrait quand même réussir à citer quelques exemples concrets qui vont vous toucher le plus au quotidien ou peut-être des éléments que vous avez déjà vécus. Et certains cas dans notre vie sont beaucoup plus présents que nous le pensons. Comme celui des files d'attente. Concrètement, une personne est devant, au niveau de la caisse, vous considérez que cette personne-là attend. Puis 3, 4, 5 personnes arrivent, et finalement vous aussi, vous arrivez. Évidemment, des personnes sont devant vous. Vous patientez, vous attendez, mais personne ne bouge. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte que la file d'attente que vous attendez n'est pas la bonne, et que tout le monde patiente pour rien, et que la vraie file d'attente était celle qui était à droite, à côté de vous. Et tout ça fonctionne parce que si vous pensez qu'une majorité de personnes fait quelque chose, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a raison, et peut-être que vous pensez que vous devez faire également pareil. Dans mon cas, j'ai déjà vu sur l'autoroute des personnes qui attendaient, avec une file d'attente énorme de voitures. Et finalement, la voiture qui était tout devant était arrêtée sur le bas-côté. Et donc la file d'attente ne s'arrêtait pas et n'avançait pas, parce que personne pouvait bouger, parce que tout le monde attendait pour rien. Mon préféré, le rire social. En soirée, ou dans un groupe, ou n'importe quel autre endroit, vous avez des personnes qui sont autour de vous. Quelqu'un fait une blague totalement médiocre, mais beaucoup de personnes rigolent. Alors vous vous sentez obligé de rigoler. Obligé, à minima, d'avoir un petit sourire. Mais pas par plaisir, par appartenance. Un plat moyen, aussi au restaurant, le serveur arrive et demande si tout va bien, si les plats sont bons. Tout le monde répond oui, et puis finalement vous aussi, vous répondez oui. Mais pas pour être honnête, plutôt pour ne pas déranger. Mais l'effet de groupe n'est pas que négatif. Au contraire, c'est l'une des forces les plus puissantes de l'humanité, notamment pour la solidarité en cas de crise. Des foules entières s'organisent spontanément pour s'entraider. C'est le cas aussi pour les innovations collectives. Dans le milieu professionnel, suivre le mouvement, c'est permettre aussi de pouvoir créer des choses, des innovations notamment. Le collectif stimule l'inspiration individuelle. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans un cas où vous avez réussi à faire en groupe quelque chose que vous-même, seul, vous ne pensez pas réaliser. Elle est là, la force de l'effet de groupe. Et ce phénomène qui vous pousse à vous dépasser lorsque vous êtes en groupe porte un nom. Il s'appelle l'effet Kohler. Le psychologue Otto Kohler l'a observé dès les années 1920. Il a montré que dans un groupe, les membres moins performants faisaient plus d'efforts que s'ils étaient seuls. Surtout quand la réussite collective dépendait de l'effort de chacun. En d'autres termes, si vous savez que votre niveau risque de freiner tout le groupe, vous allez instinctivement vous dépasser
pour ne pas être le maillon faible. L'effet de groupe, c'est ce qui a permis à l'humanité de grandir et de bâtir de grandes choses. Quand l'énergie est dirigée vers un but positif, le groupe transforme chaque individu. Mais malheureusement, cela peut aussi entraîner vers le pire, notamment par ce qu'on appelle la désindividualisation. Ce concept a été étudié par Philippe Zimbardo, notamment dans sa célèbre expérience de la prison de Stanford en 1971. Il a démontré que dans certaines conditions, lorsqu'on porte un uniforme, lorsqu'on est dans un groupe nombreux ou lorsqu'on est anonyme, on perd une partie de notre identité personnelle. Dans ce contexte, vous ne vous voyez plus comme un individu personnel, mais comme juste une personne qui est dans un rouage de groupe. Et cette fusion peut vous amener à faire des choses auxquelles vous n'auriez jamais imaginé faire seul. Crier, insulter, détruire, ou au contraire, vous surpasser, défendre une cause, prendre la parole. Le groupe vous donne une forme de puissance, parfois grisante, qui va diminuer votre peur et votre inhibition. Mais alors, comment récupérer un peu de contrôle sur cet effet de groupe? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas le supprimer. C'est quelque chose qui est ancré dans chaque groupe. Par contre, vous pouvez apprendre à ralentir son impact. Pas pour aller à contre-courant vis-à-vis des autres, mais juste pour avoir un pas de plus vers votre propre voie. Voici 3 choses que vous devez garder en tête. Tout d'abord, se poser des vraies questions. Est-ce que vous pensez cela parce que c'est votre avis, ou est-ce que vous le pensez parce que l'ensemble du groupe semble le penser? La deuxième chose, qui est plus difficile, c'est d'apprendre à être dans l'inconfort social. Dire non, ne pas suivre, faire un pas de côté. Ce n'est jamais facile, mais à chaque fois que vous faites cela, vous musclez quelque chose de très important, votre autonomie. Et troisièmement, changer d'air régulièrement. Voir d'autres groupes, écouter d'autres idées, vous faire votre propre avis. Sortir doucement de certaines bulles que peut-être vous ne remarquez même plus. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez ou faites quelque chose en pleine conscience, vous vous rapprochez un pas de plus vers quelque chose de très important, qui est la liberté. Toute votre vie, vous rentrez dans des salles invisibles. Parfois à l'école, parfois en entreprise, parfois sur les réseaux, parfois dans vos cercles d'amis. Et chaque fois, sans le savoir, un rythme s'installe et vous commencez à vous lever. Mais à chaque fois, une seule question reste en suspens, êtes-vous en train de vous lever sans savoir pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine, ciao!